C'est une question que je pose, hein, parce que je n'ai pas d'informations, donc je demande s'il est là. Parce que je ne comprends pas le courage qui anime Adama Bitogo à trahir Alassane Ouattara. Chers frères, en plus, il est soutenu par Kandia Kamara. Oui, il est soutenu par Kandia Kamara. Je vous explique. Les gens qui pensent que Kandia Kamara peut être candidate en Côte d'Ivoire, vous trompez. Parce que pour être candidat, la Constitution dit qu'il faut avoir au moins un parent qui est ivoirien. Or, Kandia Kamara, là, ses deux parents ne sont pas ivoiriens. Donc, elle ne peut pas être candidate en Côte d'Ivoire, elle ne peut pas être présidente en Côte d'Ivoire. Donc, politiquement, elle est encore jeune. Et Adama Bitogo est jeune. Maintenant, Ouattara, là, nous tous on sait que Ouattara, c'est fini. C'est fini. Alassane Ouattara, c'est fini. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alassane Ouattara est en France. Au moment où je vous parle, Ouattara est en France. Hier, Ouattara était en France. Chers frères, je vais vous expliquer. Quand le 12 juillet, Adama Bitogo et Emmanuel Macron ont fait un tête-à-tête là, on ne sait pas ce qui s'est dit. Mais ce qu'on sait, c'est que Macron a fait son choix. Pourquoi? Alassane Ouattara est en France. Et Emmanuel Macron donne une invitation. Il donne une invitation spéciale à Adama Bitogo pour venir assister au défilé militaire de la France le 14 juillet. Ça, c'est le 12. Ils ont eu le tête-à-tête, ils ont fini de parler. Il donne une invitation spéciale à Adama Bitogo pour venir assister au défilé militaire de la France. Au détriment d'Alassane Ouattara. Puisque Alassane Ouattara est là. C'est-à-dire Alassane Ouattara est là, Adama Bitogo est là. Et c'est Adama Bitogo on invite. On n'invite pas Alassane Ouattara. Est-ce qu'on pourrait donner l'invitation à Alassane Ouattara? Macron pouvait envoyer un hélicoptère à Mougins, aller prendre Alassane Ouattara quelques minutes et puis venir assister au défilé et après aller rentrer chez lui. Mais non, on laisse Alassane Ouattara et on se concentre sur Adama Bitogo. Pourquoi je dis qu'il est soutenu par Kandia Kamara? Ce que vous ne savez pas, c'est que l'histoire de Kandia Kamara, là, elle, là, c'est une go de mission. Voilà. Et Adama Bitogo, là, il n'a aucun remords à trahir ses amis. Je vous explique. Adama Bitogo a trahi le président Guéhi Robert. Oui, vous ne le savez pas. Adama Bitogo, là, il était le conseiller spécial de Guéhi Robert. Le jour où Guéhi a été déjà là, c'est Adama Bitogo qui savait où il était caché. Voilà, c'est lui qui l'a appelé. Donc, c'est lui seul qui sait ce qui s'est passé. Si on a bien demandé à Adama Bitogo, là, qui a montré où Guéhi était aux hommes de IB, là, demandez à Adama Bitogo. Donc, il sait très bien de quoi je parle. Alors, pour aller en profondeur, Adama Bitogo, je vais vous expliquer. Regardez vous-même. Regardez par vous-même. Je vous montre. Je sais qu'il y a les gens qui vont discuter. Donc, je vais vous montrer un petit truc. Voilà, ce que vous voyez ici, là, ça c'est Adama Bitogo avec le Parlement français, les députés, les hommes politiques français. Regardez comme il est à l'aise. Il se comporte déjà comme un président. Il se met même devant. Hein. Regardez que les blancs sont là et tout et tout. Il y a un noir, il y a un Sénégalais qui est arrivé, ils l'ont pris, ils l'ont mis derrière. Il y a un Sénégalais, il est arrivé, ils l'ont mis derrière. On dit, oh, petit, faut passer derrière. Vous voyez, voilà Kandia elle est à côté. Elle accompagne Adama Bitogo dans sa mission. Qu'est-ce qui se passe? Voici Kandia qui suit Adama Bitogo. Vous voyez comment ses camarades sont habillés, non? Ici en France, en ce moment, il fait super chaud. Mais elle a mis Boubou dessus. Dans Chalet, là, elle a porté Boubou. Voilà. Et puis, elle a commencé à suivre Adama Bitogo. Vous voyez? Donc, le Sénégalais, il a fini par trouver place à côté de Kandia Kamara parce qu'il veut aussi être devant. On dit non, champion, il faut aller derrière. C'est Adama Bitogo qui a l'honneur. Alors, le gars n'a pas laissé, il a fini par rattraper Kandia. Et juste quand il a forcé de passer devant, le Sénégalais est passé devant. Mais c'est mal connaître Adama Bitogo, on dit c'est lui qui a l'honneur. Il y a tous les, regarde, voici Adama Bitogo ici qui est entouré de tout. Sénégalais là, ils l'ont mis derrière là-bas. On dit, hey, champion, faut être derrière là-bas. Oh, faut être derrière. C'est Adama Bitogo. Tout le monde autour d'Adama Bitogo en train de parler avec Adama Bitogo. Vous ne savez pas ce qui se dit, mais ils sont en train de mettre Adama Bitogo à l'honneur. Ils sont en train de présenter Adama Bitogo à des grands hommes politiques. Ils sont en train de mettre Adama Bitogo dans le bain. Ça pour vous dire quoi? Ça pour vous dire que la France a déjà choisi son candidat pour le RHDP. Maintenant, sauf changement de dernière minute, si jamais Alassane Ouattara veut jouer au Maroc, qui sont un peu tong là, c'est bancote.
Maintenant là, moi je ne comprends pas ce courage qui anime Adama Bitogo. Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Voilà, ça, je le salue pour ce courage-là. Il n'a jamais peur. Voici quelqu'un qui était un vendeur d'oignons dans le passé, qui se retrouve aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Vendeur d'oignons, il est devenu conseiller du président Guy Robert. Mais dans ce cadre-là, il dit, il va avoir peur de quoi encore? Il va avoir peur de quoi? Pendant ce temps en Côte d'Ivoire, on dit que le bilan d'Alassane Ouattara là, c'est sur papier. Sinon en réalité là, il a tapé poteau. Les gens sont en train d'allumer son bilan. Qui est derrière tout ça là? Mais c'est bengue. Ces histoires de... Je vois les gens qui sont là. Oh, Wadon de l'eau, c'est fait sciemment. Vous détournez, au moment où vous allez prendre là, c'est Adama Bitogo. Salut, voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. En fait, voilà l'info sur Adama Bitogo. Et en ce qui concerne la France, la France n'a jamais eu à doubler une personne jusqu'à la fin de sa vie. La France est là pour ses intérêts. Donc aujourd'hui, voyant Alassane Ouattara qui n'a plus de souffle, n'a plus de... Je peux dire qu'il n'a plus le physique, la force de pouvoir gérer leurs intérêts. Je pense bien qu'ils sont obligés de le lâcher et prendre quelqu'un qui est vraiment valide. Voilà pourquoi leur choix se porte sur Bitogo. Mais moi, je dis, Bitogo a de la chance parce qu'ils l'ont fiolé à plusieurs reprises, mais qu'il n'a pas trépassé. Mais ce que je veux dire par là est que, même la guêpe l'avait dit plusieurs fois, Bitogo, il va falloir faire attention, il va falloir que tu te revoies. Là où tu es rentré, là, c'est pas bon. Il faut aller te faire soigner. Pas médecine moderne, mais va à la tradition même. Et c'est là il est sorti. Sinon, à un temps, là, je crois bien 2 ans de celui-là, oui, 2 ans ou 1 an de celui-là, il était vraiment malade. Il avait vraiment dépéri. Ils l'ont manqué, mais il s'est en sorti. Aujourd'hui, il est venu, il revient de loin. Et je pense bien qu'il a pu quand même se montrer valable et surtout se montrer à la hauteur de cette tâche-là. Mais qu'il sache que la France sache que les Ivoiriens étant un peu souverains, je crois qu'ils ne vont pas se laisser faire afin de mettre encore un pantin à la tête de la Côte d'Ivoire. Non, ça c'est fini ça. C'est le temps de la Côte d'Ivoire. Maintenant, 2025, c'est le temps de la Côte d'Ivoire. 2025, c'est là l'Ivoirien se révolte, c'est là l'Ivoirien s'élève, c'est là l'Ivoirien dit non et que ne veut plus accepter. Les Ivoiriens ne veulent plus accepter qu'on décide à leur place, que quelqu'un de l'extérieur choisit son président. Cette fois-ci, c'est nous qui allons choisir notre président et nous, on s'en fout de ce qu'ils vont mettre à leur place. Ça n'engage que nous, on sait que nous allons choisir notre président. Personne ne va venir choisir notre président à notre place. Donc, chers amis, ce que vous avez vu là, ce sont les manigances de la France qui est en train de chercher voies et moyens de trouver une personne juste pour ses intérêts. En tant que nous, Ivoiriens, notre intérêt, ça ne les intéresse pas. Ah bon? Nous, on va faire un choix. Vous avez fait votre choix. On va faire notre choix. Sans votre intervention. Là, vous devez savoir ça. À la suite, quand vous avez fait votre choix, vous avez mis ce grigou là, ce vieux grigou qui aujourd'hui, qui ne peut même plus marcher, qui ne peut même plus faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Rien. Regardez son bilan. Je vais vous faire écouter la vidéo. On va finir d'écouter la vidéo et puis bon, on s'attrape pour pouvoir mieux décortiquer. Ainsi, on va mieux comprendre la situation. Mais les gars, ils ont foutaise. Ils ont foutaise. Ça, c'est pas juste. Pas.
prendre Tiemoko Miele parce qu'il est trop calme. Eux, là, ils ont besoin de quelqu'un qui a le profil d'Alassane Ouattara. Et la seule personne qui a le profil d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est Adama Bitogo. Dans leur groupe, là, tout le reste, là, c'est les Pérus. Ils ont peur d'être fiolés. Ils ont peur que Photocopie vienne mettre un peu de goutte. Donc, eux tous, là, c'est 4 ici, c'est 4. Quand Photocopie ne peut rien créer, quand Adama Bitogo est agréable. Oui, merci beaucoup. Et merci pour les chiffres. Oui. Nous, on est dans la réalité. Bien sûr. Et la réalité, elle est tout autre. Ce n'est pas que nous ne voyons pas les efforts qui sont faits. On voit les infrastructures, on voit beaucoup de choses. On voit même les bonnes décisions qui sont prises. Malheureusement, il n'y a pas de coordination véritable dans l'action gouvernementale parce qu'un ministre peut dire quelque chose et un autre va faire autre chose qui va venir détruire ce que le Premier ministre a fait. Vous voyez? Et c'est ça qui est notre problème. J'ai 10 points ici sur mon papier. Oui. Je ne peux pas tout énumérer, ainsi dit, sauf si on a le temps. Mais vraiment, nous, en tant que société civile, on est au quotidien auprès des populations et on voit quand même certains faits. Quand on parle, par exemple, de logements sociaux, Oui. tout ça, c'est le social. Bien sûr. Voilà. Le problème, c'est lequel? Le projet en lui-même, il est bon, mais dans l'application, il y a eu beaucoup de biais. Et ces biais-là sont liés à la corruption. Corruption qui, d'ailleurs, est généralisée dans toute la société. La corruption se trouve où à ce niveau-là? On a donné des critères pour le choix des ménages. On a dit que les ménages aux revenus les plus faibles auraient des logements de 5 millions. Ceux qui avaient droit au logement économique auraient des logements de 10 à 12 millions. Mais pendant le processus, il s'est trouvé que, premièrement, dans le recrutement, les critères ont changé. Donc, il y a des gens qui sont venus souscrire, croyant aux premiers critères, qui ont été surpris par les seconds critères, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été remboursés. L'autre chose, c'est que dans la mise en œuvre même de ces logements-là, les entreprises, on ne sait pas comment on les a choisis, il y a des entreprises qui ont livré des maisons inachevées. Donc, des gens qui étaient déjà asphyxiés par des loyers, qui croyaient acquérir un logement, étaient obligés d'aller dans ces logements inachevés là pour les terminer parce qu'ils ne pouvaient pas à la fois payer les traites et payer encore leur loyer. L'autre chose, c'est qu'on ne sait pas comment. Il y a des personnes qui ont les moyens, qui ont acquis ces logements-là. Et ils les ont cassés pour construire d'autres logements. Ils les ont cassés pour construire d'autres logements. Ça défigure même en même temps la configuration du quartier. Ces logements ont été construits sans certains équipements. Je prends l'exemple de Modeste à Bassam, où on a construit 8 cités de logements sociaux. La seule cité où il y a eu un début de construction d'une école primaire, c'est la cité Ado. Toutes les autres cités n'ont pas d'école. Les gens sont obligés d'envoyer leurs enfants à Bassam ou à Abidjan à 8 ou 7 kilomètres, payer la cantine qu'ils n'avaient pas prévu, payer le transport qu'ils n'avaient pas prévu. Bon, tout ça, ça accroît la pauvreté. Je ne parle que des logements sociaux. Bien sûr. Voilà. Maintenant, venons-en au déguerpissement. Oui. Toute l'année 2024, ça a été un programme de gouvernement que de détruire les logements, détruire les activités, alors qu'on avait dit aux gens, un Ivoirien, un toit. Et aujourd'hui, où on parle, jusqu'aujourd'hui, les gens n'ont pas été compensés. Ils n'ont pas été compensés du tout. Il y a des mesures qui ont été prises qui n'ont pas été appliquées. Et il y a plus de 100 000 familles qui ont été affectées par cette situation et on dit qu'on lutte contre la pauvreté. Ça, ce sont les impacts immédiats qui sont malheureusement négatifs, en attendant qu'on ait les impacts positifs qui seraient à court, moyen ou long terme. Maintenant, la santé, la gratuité ciblée, c'est une bonne chose. Mais sur le terrain, ce n'est pas appliqué. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va vous dire, par exemple, que les enfants de 0 à 5 ans, quand ils vont en consultation dans les hôpitaux publics, ils ne payent rien. Mais quand vous arrivez à l'hôpital avec ces enfants-là, moi-même j'ai vécu l'expérience, la première chose qu'on vous montre, c'est la caisse. Il faut aller payer. On dit aussi que l'accouchement est gratuit. Mais là aussi, on a vécu des expériences. Ce n'est finalement pas gratuit. Même les gants là, on va vous dire d'aller payer gants pour venir travailler. Du coup, la gratuité ciblée, bien qu'étant une bonne décision, sur le terrain, ce n'est pas appliqué. Bon, cherté de la vie, je ne sais pas s'il fait égrener tout. Alors, on va d'abord répondre à ces points au cours de l'émission. Vous allez revenir sur les autres points. Okay. Merci beaucoup. Le temps nous Je le pense permet. que, Allez-y. oui, merci beaucoup de rappeler cela. Et je trouve que le travail que vous faites est vraiment formidable parce que c'est un peu comme un aiguillon que vous piquez à chaque fois
Et bien avant de venir ici, j'ai eu à visionner certaines de vos vidéos. Ça m'a vraiment plu parce que je pense que ça fait partie du jeu démocratique aussi. Hein. Bien oui, il sûr. ne faut pas seulement voir les choses à travers un seul point de vue. Ce que vous faites là, c'est très intéressant, c'est très important. Seulement, ce que je voudrais dire, c'est que ce que vous avez cité, est-ce que ce n'est pas le fait de certains individus mal intentionnés? Est-ce que c'est forcément le fait du gouvernement? Parce que quand vous parlez de corruption... c'est pour ça que je parle de coordination. Je dis que les décisions gouvernementales sont bonnes. Oui. Mais la corruption fait que sur le terrain, ce n'est pas appliqué. Justement. Mais finalement, ça crée des impacts négatifs qu'on impute ça peut diluer, au gouvernement. Ça peut diluer l'objectif. Voilà. Mais je pense que c'est le fait aussi d'avoir mis en place ou bien d'avoir créé la haute autorité de la bonne gouvernance aussi, je pense que ça peut agir comme un élément ou bien un facteur de dissuasion en fait. Mais quels sont les résultats de cette haute autorité? Je pense que la haute autorité est au travail en fait. Oui, mais nous on veut voir les résultats. Ils sont au travail comment? Parce que la liste est longue, hein. C'est parce qu'on est dans une émission, bon, on ne peut pas tout citer. Bien sûr. Mais il y a un problème, il y a un véritable problème de suivi et évaluation des mesures qui sont prises en faveur des populations. Bien sûr. Voilà, l'autre chose, c'est qu'il y a des décisions même qui sont carrément mauvaises. Parce que quand on prend les déguerpissements, il y a eu des contre-vérités qui ont été dites par le gouvernement lui-même. On dit que c'est des zones à risque, on dit que c'est des zones inondables. Alors qu'en réalité, il n'en est absolument rien. Et il y a des sites même, dès qu'on a déguerpi les gens, on a donné ça à des opérateurs économiques sans aménagement préalable qui montreraient qu'on aurait réglé ces problèmes de zones inhabitables. On va répondre à ce point pour passer à d'autres points. J'aimerais rebondir un peu sur le déguerpissement sur lequel vous êtes étendu un peu plus. Oui. Vous avez parlé de l'année 2024 qui a été consacrée à ça. Voilà. Et je pense que je mets ça un peu en rapport avec une intervention, une de vos interventions que j'ai écoutées avant de venir. Vous avez dit comme ça qu'il y a des gens qui ont été déguerpis sans avis préalable, voilà, etc. Oui, mais j'ai eu à faire une activité aussi avec le staff du ministre Bakongo et on m'a dit on m'a fait comprendre que il y a la plupart de ces personnes ont été averties au moins des années avant. Non. Il y en a même qui ont été indemnisés, mais qui sont revenus sur le site puisqu'on sait que le gouvernement met du temps. Je vous explique. Il y a eu deux cas. Alors, on va aller rapidement parce qu'on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Il y a deux catégories de population. Oui. Ceux qui étaient installés sur l'emprise du 4e pont, ceux-là, ils étaient dans le cadre d'un projet formel financé par la BAD. Et effectivement, là, il y a des gens qui ont été indemnisés. Mais c'est la faute de qui si on n'a pas suivi la procédure jusqu'au bout? Parce que quand on indemnise les gens, on leur donne un délai pour partir et puis on prend possession du site. On indemnise les gens, on les laisse là. Et puis après, on vient les enlever comme ça. Maintenant, les autres là, eux, ils n'ont pas été avertis du tout. Et moi, je peux vous trouver des témoins, même peut-être après l'émission, si vous voulez, mais il y a des gens qui n'ont pas été avertis du tout. On les a surpris dans leur sommeil, on a détruit leur maison avec leurs effets personnels, et puis voilà. Et en sort, cela affecte la politique sociale du président Ouattara? Oui, je pense que s'il y a des cas comme ça, je pense que on peut considérer ça un peu comme les grains de sable, en fait. Oui. Et ça, oui, si. Et je pense que vous faites mieux d'en parler. Mais est-ce qu'on doit parler ici d'un échec de sa politique de logements sociaux? Non, pas forcément. Pourquoi ça affecte la politique sociale du président Ouattara? Oui, je pense que s'il y a des cas comme ça, je pense que on peut considérer ça un peu comme les grains de sable, en fait. Oui. Et ça, oui, si. Et je pense que vous faites mieux d'en parler. Mais est-ce qu'on doit parler ici d'un échec de sa politique de logements sociaux? Non, pas forcément. Pourquoi pas forcément? Parce que, suivant l'information que Mme Balé a, et suivant aussi l'information que moi j'ai, je crois que les avis divergent en fait. Bien, mais sur cet aspect logements sociaux, quel bilan vous dressez? Est-ce que c'est positif? Enfin, moi je ne sais pas s'ils sont arrivés déjà à terme. Hein. Oui, je sais pas. Il y a une première phase qui a été déjà livrée. Ils ont lancé une seconde phase. Ok, et je pense que ça aussi c'est une bonne chose parce que s'il y a eu effectivement les manques dont vous parlez maintenant, je pense que ça sera aussi un point de départ pour pouvoir améliorer ce qui va arriver. Oui, ça devrait. Oui. Et moi, je pense que... Mais la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui a été fait en Côte d'Ivoire de 2011 jusqu'à ce jour en termes de logements sociaux? Bon, je pense qu'il y a eu déjà l'accroissement des psychologies, je crois. Parce que moi, j'étais à Boaké en son temps. Il y a eu même... il y a eu une extension de la psychologie. Oui. Des logements sociaux qu'on devait donner aux Ivoiriens. Là, je n'ai pas fait le suivi, mais je sais que il y a plein de programmes comme ça qui sont en cours pour pouvoir favoriser un peu la vie des Ivoiriens. Mais est-ce qu'on peut avoir des chiffres? Non. Ça, je ne peux pas. Je mentirais si je vous dirais un chiffre. Mais je sais que de ce qu'il m'est avenu de voir à Boaké,
je sais qu'il y a des logements sociaux qui sont toujours en cours aussi. Bien, Valentin Zawi, mais j'aimerais finir avec la gratuité ciblée en fait. Allez-y rapidement. Je pense que en tant que sociologue, vous-même vous savez que généralement quand il y a la gratuité simple, les gens ont tendance à en abuser. Ça, vous ne me direz pas le contraire. Donc, si on vous permet quand même de participer peut-être aux frais de votre santé, je pense que c'est aussi une bonne chose. Non, ça permet aux gens de prendre conscience en fait. Oui. Il faut respecter ce qu'on dit. On dit 0 à 5 ans, on paye rien. Accouchement, on paye rien. C'est eux qui ont décidé, donc il faut que ça s'applique. Oui, mais ça c'est l'accouchement, mais ça ne concerne pas forcément les gars en fait. Oui, mais c'est ça, quand on dit gratuité là, ça veut dire que tu viens avec un mal et puis on te soigne, c'est fini, tu n'as rien à débourser. Bien. Vous voulez réagir rapidement là-dessus? Oui, je pense que... Oui, parce que c'est une manière pour elle de dire que la politique au niveau sanitaire, c'est un échec. Non, pas forcément. Tout n'est pas échec, non, c'est pas un échec. Il faut relever qu'il y a quand même des aspects qui sont assez... Oui, qu'on peut corriger, surtout. Ça, c'est les pauvres qui en souffrent le plus. Tout n'est pas échec, c'est bien. En dehors de la question qu'elle évoque, on voit des autorités qui partent se soigner à l'étranger. Oui. Ça, moi, je pense que le système de santé est moi, je pense que chacun se soigne suivant ses moyens, en fait. Bien. Oui. Alors, docteur, c'est de manière pratique et concrète. Qu'est-ce qui vous fait dire que la politique sociale au niveau sanitaire en Côte d'Ivoire est positive? Bon, moi, je relève déjà la mise en place de la couverture maladie universelle. Voilà. Ça, c'est un peu le tiers payant, en fait. Ça veut dire l'État prend en compte les 70% et vous, c'est juste les 30%. Donc, déjà, il y a plus dans l'application, il y a des problèmes. Oui, mais déjà, il y a des gens qui... Moi, depuis que l'opération a été lancée, enfin, j'ai pu aller à l'hôpital. La première des choses, je ne me suis pas encore enrôlé d'ailleurs, mais la première des choses, quand moi je vais à l'hôpital, on me demande, est-ce que vous avez la carte CMU? Ça, je leur ai dit non. Ça veut dire que ceux qui l'ont, on essaie de prendre ça en compte. Donc ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas se soigner au même prix, en fait. Bien, ensuite, après la CMU. Oui, après la CMU, je pense qu'il y a les centres de santé aujourd'hui. La plupart des Ivoiriens ne sont pas obligés de parcourir plus de 5 km pour aller se faire soigner. Et ça, c'est très important. Oui, et moi, je prends un exemple concret dans mon village, qui est Ndoufoukankoro. La dernière fois, je suis allé, j'ai fait une analyse de sang. Et on m'a dit que dans le centre de santé, maintenant, on fait des analyses de sang. Pour moi, ça, c'est une révolution, en fait. Parce qu'au départ, on ne pouvait pas faire... Oui. On prélève le sang, on va à Boisflé, on fait les analyses et puis on vous donne les résultats sur place. Donc moi, je pense que ça aussi, c'est des avancées, c'est des progrès. Et c'est tout ce qui vous fait dire que... Non, pas forcément. Mais allez-y. Oui, mais justement, je parle. Alors, donc, je disais que pour... Excusez-moi, je jette un coup d'œil sur mes notes. Parce qu'on se plaint beaucoup de la question de la santé en Côte d'Ivoire. Oui. La santé qui est très chère à chaque citoyen. Mais le bilan semblerait être négatif aux yeux de certains Ivoiriens. Non, ce que vous dites n'arrive pas à convaincre certains Ivoiriens. Oui, mais pas nécessairement. Parce que je pense que déjà le fait d'avoir de ne pas se déplacer longtemps pour avoir un centre de santé pour se faire soigner, je pense que déjà c'est une avancée. Mais qu'en est-il de la qualité des soins? Aujourd'hui, il y a les CHU qui ont été réhabilités, les hôpitaux généraux, même les centres de santé. Le plateau technique est assez bon, en fait. Oui. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ça, c'est le ministre de la Santé qui le dit. Le plateau technique permet aux gens d'avoir les soins dont ils ont besoin. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un centre de santé rural où on peut faire des analyses de sang. Et ça aussi, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne peuvent pas avoir accès à ce type de soins. On va vous dire, pour aller faire une simple analyse de sang, il faut se déplacer, aller dans une grande ville, alors que c'est des choses qu'on peut faire même dans des villages aujourd'hui. Bien. Valentin Zawi. Oui, deux questions pour Dr Oussou. Oui. La première que j'ai posée à la production, que je vous pose pour la clarté du propos. On est à 4 mois d'élection présidentielle. Oui. Vous venez défendre sur le plateau de Reflet TV le bilan du président Ouattara. Vous êtes militant du RHDP? Oui, mais je porte aussi une autre casquette. Je suis enseignant-chercheur. Oui. J'entends bien, mais là, vous êtes là en tant que bien sûr, puisque je suis en train de défendre le bilan du président. D'accord. Pour moi, c'était important que ça soit dit. D'accord. L'autre point, est-ce que dans votre démarche, parce que on a vu, avec grand plaisir, en 2010, le président Ouattara a très bien communiqué pendant la campagne électorale, avec des panneaux, ne donne pas ta voix à la pauvreté, il a promis des logements sociaux, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites. Oui. Est-ce que dans votre bilan, vous prenez en compte ces promesses qui ont été faites depuis 2010? Mais bien sûr. Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous dites? Parce que quand on parle de l'hôpital, oui, c'est vrai qu'il y a des hôpitaux qui ont été construits, mais la qualité, il y a encore des problèmes. Ça, vous êtes Ivoirien, vous savez que dans nos hôpitaux, ce sont les mêmes Ivoiriens qui y travaillent, et en termes d'éthique, en termes de professionnalisme, parfois, il y a à boire et à manger. Oui.
les écoles, on en a construit, mais on n'est pas encore dans un pays où les Ivoiriens, nos enfants, sont égaux en droit. Vous allez à Djamé, là, dans une école, parfois la toiture ça tombe, les bancs sont dans un état piteux, alors qu'il y en a qui sont dans les lycées d'excellence. Voilà, donc c'est ça le problème. Et comment on fait pour que dans ce pays qui est une république, tout le monde soit logé à la même enseigne, ou à défaut, les disparités ne soient pas aussi criardes en fait? D'accord, merci beaucoup. Je pense que tel que vous prenez le problème, c'est comme si c'était la faute d'une seule personne en fait. Ah non, c'est tous les Ivoiriens qui doivent s'engager. Je pose la question, vous donnez votre avis. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais on a l'impression qu'on veut indexer quelqu'un en fait. Mais même la société civile, vous voyez qu'il y a peut-être un toit qui tombe, vous pouvez contribuer à améliorer. Mais il y a des responsabilités qui relèvent de l'État. Et puis il y a celles qui relèvent de la population. Oui, mais parce que tant qu'on prendra le problème de cette façon-là, on va dire oui, si c'est comme ça, c'est que c'est telle ou personne. Alors que même individuellement, on peut s'engager aussi. Docteur Oussou, pardon, je vais poser ma pensée juste sur les logements sociaux. Le président Ouattara avait promis des maisons aux Ivoiriens. Je comptais sur vous pour avoir les statistiques consolidées, actualisées, mais on est très loin du compte. Entre ce qui a été promis et ce qui a été réalisé, on est très loin du compte. Voilà, c'est ça la réalité. Oui, suivant ce que Mme Ballet a dit, il y a une deuxième phase aussi qui a été lancée en fait. Pardon? Oui, mais est-ce que la deuxième phase... J'entends bien, mais je vous dis qu'on est très loin du compte. De ce qui a été promis en 2010, nous sommes en 2025. Et combien de logements ont été promis en 2010? Je crois qu'on parle de 100 000, si je ne me trompe pas. Ah, oui. On n'a même pas 40 000. Hein. Enfin, si je les prends avec beaucoup de pincettes parce que je n'ai pas les statistiques actualisées. Mais bon, on pourrait... Oui, mais moi, je pense que ça, c'est ce que vous dites, en fait. Mais si les gens sont restés là, les bras croisés, à ne rien faire, on peut les fustiger pour ça. Mais le travail est en cours. Le travail est toujours sur le terrain. Les gens continuent de travailler. Donc, attendez. D'ailleurs, même, moi, je pense que aujourd'hui, on ne peut pas forcément parler de bilan, on peut parler de bilan partiel. Oui. Ah ouais, c'est un bilan partiel. Nous sommes à 4 mois ou 3 mois de la fin du mandat du président Ouattara. Oui. Vous parlez de bilan partiel. Mais puisque il y a beaucoup de projets qui sont encore en cours, en fait. Mais les projets sont en cours depuis 15 ans. Et si on veut une démo sur les éléments sociaux, ce qui a été pris comme engagement, c'était sur le premier quinquennat. Donc de 2011 à 2015. Là, on est en 2025, docteur Oussou. Oui. Voilà, d'où le sens de ma question. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas les chiffres exacts de ce qui avait été promis. Voilà, vous les avez, mais moi, je pense que le plus important, c'est ce qui est en train d'être fait. Mais vous êtes censé avoir les chiffres quand vous venez défendre un programme. Oui, mais bien sûr, je sais qu'il y a des programmes sociaux qui sont en cours, mais je me suis plutôt centré sur la santé, l'électrification, l'eau potable et tout, et puis surtout la formation professionnelle et l'insertion des jeunes. Merci. Guillaume Bateau, allez-y. Oui, je pense que sur ces questions sociales, il y a beaucoup de bonnes choses. Moi, je suis d'accord avec M. Oussou. On dit qu'il y a eu des progrès. Sur l'électrification, moi, je voulais que M. Oussou, comme il dit qu'il s'est concentré sur ces questions-là, l'eau potable, l'électrification, qui nous disent aujourd'hui, en termes de couverture, dans les zones rurales, à quel taux de couverture nous sommes aujourd'hui? Oui. Et s'il y a encore des défis, quels sont ces défis? Aujourd'hui, nous sommes à 94%. Pour l'eau? Non, l'électrification. Oui. Et on compte passer à 100% en 2025. Ça veut dire, en fin de cette année, on compte passer à 100%. Oui. Alors, monsieur le docteur, moi je prends le cas de mon village, qui dépasse largement les 500 habitants, mais pour des problèmes, j'allais dire, logistique technique, n'a pas encore l'électrification. Qu'est-ce que vous entendez par problème logistique technique? Les marchés ont été attribués, les entreprises sont défectueuses et jusqu'à présent, ces programmes ne sont pas exécutés. Est-ce qu'il y a, d'après ce que vous savez, il y a des solutions de la part du gouvernement pour non seulement sanctionner ces entreprises-là, mais permettre à d'autres entreprises de faire ce travail-là? Mais bien sûr, je pense que... ça, c'est la corruption. Oui, c'est ce que vous dites. Je pense que c'est des choses que le gouvernement suit de près aussi. Ça veut dire, ne vous dites pas que... heureusement, justement, ne vous dites pas que parce que il y a eu la corruption ou bien tel argent a été bouffé par-ci, tel fonds a été dépensé. 1400 milliards. Oui. Mais, près du 10e de notre budget, monsieur Dr Oussou. Oui, merci. Mais je pense que le gouvernement fait le suivi. Et, suivant les chiffres que moi j'ai ici, d'ici fin 2025, tout le pays sera couvert en électricité. Ah oui? Oui. Fin 2025, là, oui. 6 mois. Oui. D'accord. Voilà. Par rapport à l'eau, oui.
Moi, vraiment, ça m'intéresse parce que l'eau, c'est la santé, c'est la vie. Bien sûr. Et même à Abidjan, ici, il y a encore des zones qui ne sont pas approvisionnées en eau. On met des compteurs, l'eau ne vient pas. On donne pourtant des factures. Il y a un problème. L'ONEP essaie d'approvisionner certains quartiers, mais ce n'est pas suffisant. On vient avec des citernes, les gens viennent se servir. Donc, quel est le taux de couverture en eau que vous avez comme chiffre? Oui, on est à plus de 80% aujourd'hui. Avec cette situation-là, vous-même à Abidjan, il n'y a pas d'eau. On est à plus de 80%. Ça, c'est le dernier chiffre que j'ai. Et aussi, on compte arriver à 100% en 2030. Bon, tout ça, c'est des chiffres. Oui. Parce que, allez-y. Un château d'eau aujourd'hui, c'est pour combien d'habitants? Et pour prendre les zones rurales, à combien d'habitants on doit avoir un château d'eau? Et quelle est la réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire selon vos chiffres? Oui, le docteur n'est pas un expert du domaine, non? Non, je ne suis pas un expert, mais moi je vais prendre l'exemple par rapport à mon village en fait. Oui, parce que le château d'eau a été construit lorsque le nombre d'habitants est monté jusqu'à 5000. Or aujourd'hui, il y a une bonne desserte. Les populations augmentent plus ou moins, mais tout le monde continue d'avoir de l'eau comme il faut. Donc moi, je pense qu'au-delà des 5000 déjà, un château moyen même peut desservir la population. Oui. Bon, moi j'avais une question quand même. Allez-y, Valentin, très rapidement. Docteur Oussou, j'ai entendu un de nos ministres de la République, cadre du RHDP, dire que le bilan du président Ouattara était inattaquable. Est-ce que déjà d'un point de vue... Est-ce que d'un point de vue éthique, on peut penser qu'un bilan d'un humain, j'ai failli dire, soit inattaquable? Parce que le président Ouattara, c'est quand même un être humain comme nous. Est-ce qu'on peut dire qu'un bilan, il soit inattaquable? Quel est votre avis sur le sujet? Oui, merci beaucoup. Je pense que ça circule beaucoup. Le bilan du président est inattaquable, le bilan du président est inattaquable. Mais je pense que c'est une façon de parler. En fait, c'est pour dire que le bilan est nettement positif. Ah, c'est deux choses différentes. Qu'un bilan soit positif, qu'un bilan soit inattaquable, je pense que oui, ça peut être un abus de langage, mais c'est pour dire que le bilan est excessivement positif. Oui. Alors, docteur Oussou, sur la question, on a parlé de santé, de l'éducation de l'eau, mais l'éducation. Oui. L'éducation qui est un facteur très important en termes d'amélioration du niveau de vie des populations. Oui. Quels sont les efforts qui ont été faits aujourd'hui? Et à quel niveau nous situons en termes de construction de classes, en termes de disponibilité, surtout d'enseignants, parce qu'il y a beaucoup de lycées encore. Moi, quand on regarde passer les dépêches de l'agence ivoirienne de presse, dans beaucoup de régions, beaucoup de collèges de proximité, de lycées, sont sans professeurs de mathématiques, sans professeurs de sciences physiques. Qu'est-ce qui explique ça? Alors qu'en principe, on doit avoir un programme prévoir en termes de salles qu'on construit, des salles de classe qu'on construit, des enseignants pour. Oui. Et je pense que en ces termes-là, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Par exemple, le collège de proximité qu'on construit pour rapprocher un peu les populations des centres de formation, les lycées, collèges. Mais justement, c'est pourquoi on a commencé à recruter aussi les enseignants, comment on appelle ça, au niveau primaire. Les contractuels. Voilà, les contractuels. Et puis même, il y a un autre niveau encore qu'on recrute, en fait. Ce n'est pas seulement les contractuels. Bénévoles? Oui, justement. Donc, je pense que c'est des actes, c'est bien. Je pense qu'on n'est pas encore arrivé au niveau qu'il faut, mais c'est des actes qu'il faut reconnaître aussi, en fait. Il y a des efforts qui sont faits. Moi je table un peu sur ces efforts, en fait. Voilà. Parce que balayer du revers de la main, voir seulement les défauts, ça ne peut pas encourager, en fait. Ça n'encourage pas du tout. Bien, docteur Oussou, nous allons marquer.